À Statesboro, une petite ville universitaire de Géorgie, connue pour son hospitalité, un incident a secoué les habitants. Danielle Davis, une jeune femme de 19 ans, a été retrouvée dans sa chambre universitaire dans des circonstances qui ont suscité de vives inquiétudes parmi les autorités. Les étudiants étaient inquiets et craignaient pour leur sécurité. Les enquêteurs comprenaient la nécessité de résoudre l'affaire rapidement. Cependant, le motif de l'incident restait flou. Danielle était une personnalité populaire et remarquée sur le campus, une étudiante sans ennemis apparents. Elle n'étudiait à l'université que depuis 3 mois, mais elle était déjà devenue une figure connue. Pour son 18e anniversaire, elle s'était acheté une Mercedes sportive avec l'argent hérité de sa grand-mère. Ses amis remarquèrent sa capacité à s'amuser et son rire fort, aigu et joyeux qui attirait les gens. À l'automne 2009, Danielle a commencé sa première année au Ogeechee Technical College. Elle a rapidement trouvé de nombreux amis et est devenue une invitée fréquente aux fêtes étudiantes. Son charisme attirait autant les filles que les garçons, y compris un admirateur instable de Savannah. Malgré sa vie sociale active, Danielle ne négligeait ni ses études ni sa famille. Elle prévoyait de passer les vacances d'hiver à s'occuper de sa mère Stéphanie après une opération cardiaque. C'est la santé de sa mère qui a inspiré Danielle à étudier la médecine. Cependant, la jeune femme ne soupçonnait pas que sa gentillesse et son ouverture pourraient entraîner des conséquences inattendues qui changeraient en sa vie de manière imprévisible. Le mardi 8 décembre 2009 s'annonçait comme une journée éprouvante pour Danielle et sa famille. La mère de la jeune femme, Stéphanie, se préparait pour une opération cardiaque sérieuse et voulait absolument voir sa fille avant l'intervention. Danielle avait un emploi du temps chargé. Elle devait passer un examen le matin, puis se rendre immédiatement à l'hôpital, situé à 3 heures de route. Stéphanie était très inquiète et trouvait du réconfort à l'idée que sa fille arriverait bientôt pour la soutenir. Avec Stéphanie se trouvait sa mère, Dale. Les 2 femmes attendaient avec impatience l'arrivée de Danielle. Mais lorsqu'il fut 1 heure de l'après-midi et que Stéphanie devait déjà être préparée pour l'opération, la jeune femme n'était toujours pas arrivée et son téléphone portable ne répondait pas aux appels. Stéphanie appela 5 ou 6 fois et Dale autant, sinon plus, mais Danielle ne répondit pas. C'est alors qu'elles comprirent que quelque chose d'imprévu avait dû se produire. Il était totalement inhabituel pour Danielle de ne pas se présenter, car elle était toujours là lorsque sa mère subissait des interventions médicales. Dale commença à craindre le pire. Elle soupçonnait que Danielle avait pu être victime d'un accident de la route, sachant que la jeune femme s'était couchée tard pour réviser son examen et qu'elle aurait pu s'endormir au volant. Les derniers mots de Stéphanie avant d'être emmenée en salle d'opération furent « Trouve Danielle, quelque chose ne va pas ». Dale s'attela immédiatement à la tâche pour accomplir la demande de sa fille. Elle appela l'administration de la résidence où vivait Danielle et leur demanda de vérifier si tout allait bien en expliquant la situation. L'administration promit de rappeler dans une demi-heure. Vers 3 heures de l'après-midi, l'enquêteur Jody Stafford reçut un appel urgent. L'administrateur de la résidence avait trouvé Danielle dans sa chambre dans des circonstances qui suscitaient de vives inquiétudes et avait immédiatement contacté les services d'urgence. Stafford se précipita sur les lieux sans savoir à quoi s'attendre. Dans son service de police, les signalements de ce genre de cas étaient rares. Habituellement, les services d'urgence arrivaient en premier et dans 99% des cas, concluait à des causes naturelles. Stafford soupçonnait même que l'administrateur de la résidence avait pu se tromper. Cependant, lorsque l'agent arriva au complexe résidentiel, il comprit rapidement que la situation était beaucoup plus grave qu'il ne l'avait initialement supposé. Sur les lieux du crime, l'agent Stafford a rencontré l'administrateur du bâtiment profondément bouleversé et son collègue devant la chambre de Danielle au 2e étage. Il était évident
qu'ils avaient été confrontés à quelque chose d'extrêmement troublant. La femme avait du mal à contenir ses émotions, tandis que l'homme semblait choqué, avec une expression absente sur le visage. L'administrateur a expliqué que, lorsque Daniel n'a pas répondu, il est entré avec sa clé de service et, après avoir vu la situation, il est immédiatement sorti de la chambre. Lorsque l'agent est entré dans la chambre, il a compris la raison de leur état. La pièce présentait des signes d'un incident grave au cours duquel Daniel avait été en danger. Elle était allongée sur le sol à côté du lit, partiellement recouverte de divers objets, ce qui donnait l'impression d'une tentative de dissimulation. Après avoir soigneusement retiré les objets, les agents ont constaté que les vêtements de Daniel étaient en désordre et que son visage portait des traces de blessures. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont découvert quelque chose de curieux qui indiquait une agression extrême de la part du coupable en raison des marques de pression nettes sur le cou. La découverte la plus inquiétante a été un crayon mécanique trouvé dans une position dangereuse qui obstruait la respiration normale de Daniel. Il semblait que quelqu'un avait intentionnellement tenté de lui causer un grave préjudice. Les enquêteurs se sont retrouvés face aux questions suivantes. Comment un événement aussi horrible a-t-il pu se produire et qui pourrait faire cela à une étudiante innocente? Le 8 décembre 2009, un incident tragique s'est produit avec Daniel Davis dans un appartement étudiant du collège technique Ogeechee. La nouvelle choquante s'est rapidement répandue sur le campus, déclenchant une vague d'inquiétude et de peur. Une journaliste du journal Holly Deal Brock a noté qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas observé un tel niveau de peur parmi les résidents. Les étudiants étaient effrayés et se posaient de nombreuses questions sur leur sécurité. Ils craignaient qu'un criminel dangereux puisse rôder dans la région. Cependant, leur inquiétude n'était rien comparée aux sentiments profonds de la famille de Daniel, qui ne comprenait pas qui et pourquoi aurait pu faire du mal à leur fille. L'enquête a été confiée au procureur et à l'enquêteur expérimenté Jake Wynn. La situation était compliquée par le fait qu'il s'agissait de la semaine des examens et que tous les étudiants, y compris les témoins potentiels, rentreraient bientôt chez eux pour Noël. Il était donc extrêmement important de mener toutes les étapes nécessaires de l'enquête dans les plus brefs délais. Les étudiants qui étaient encore au collège ont organisé une veillée improvisée devant la chambre de Daniel. Plus la police passait de temps sur les lieux, plus les gens se rassemblaient autour. Certains priaient, d'autres ne pouvaient à pas retenir leurs larmes. À la surprise de la police, un groupe d'étudiants sombres a fourni un indice potentiel. Deux jeunes hommes, Gerard Cook et Kurt Height, se sont approchés des enquêteurs et ont raconté qu'ils avaient passé la soirée précédente avec Daniel. Ce fut un moment clé, car ils faisaient partie des derniers à l'avoir vue vivante. Les amis de Daniel ont raconté qu'ils lui avaient rendu visite la veille, avec leur ancien camarade de classe, Daryl Priestley. Bien qu'ils ne soient l'un pas des amis proches, Daniel, étant loin de chez elle, considérait Daryl comme l'un des siens. Ils venaient de la même ville, ce qui facilitait leur communication par rapport à de nouvelles connaissances. Gérard et Kurt étaient bouleversés par la nouvelle de ce qui était arrivé à Daniel et ont proclamé leur innocence. Cependant, malgré leurs déclarations volontaires, les enquêteurs ne les ont pas exclus de la liste des suspects potentiels. Lors de l'enquête sur un incident grave, il est important de trouver une confirmation indépendante des déclarations de chaque témoin. C'est pourquoi leurs paroles n'ont pas été acceptées comme vraies, sans vérification supplémentaire. Gérard et Kurt, dans l'espoir d'aider à l'enquête, ont raconté en détail aux détectives les événements de la veille. Ils sont arrivés chez Daniel vers 6 heures du soir avec Daryl Priestley. Gérard devait récupérer sa voiture, qui était garée en dehors de la ville, et Daniel a proposé de les conduire. Après environ 1 heure, ils sont retournés dans la chambre de Daniel
où ils ont décidé de passer du temps à regarder la télévision et à se remettre de la semaine épuisante des examens. Ils ont dit que Daniel avait accueilli les invités avec joie. Les garçons sont partis vers 10h30, laissant Daniel de bonne humeur. Malgré la sincérité apparente du récit de Gérard et Kurt, les enquêteurs ont décidé de vérifier plus en profondeur leurs déclarations. Seul Daryl Priestley pouvait confirmer leurs paroles, mais il s'est avéré difficile à trouver. Le détective a essayé de le contacter pendant plusieurs heures, mais sans succès. Entre-temps, les résultats de l'examen médical sont arrivés. Ils ont réfuté les hypothèses initiales sur la nature de l'incident, ce qui a apporté un certain soulagement à la société et à la famille de Daniel. L'analyse a montré que le dénouement tragique avait été causé par une perturbation de la fonction respiratoire, provoquée par une action extérieure avec usage de la force physique. Ces informations ont permis aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de l'incident, même si elles n'ont pas atténué la tragédie pour les proches de Daniel. Une découverte clé a été la présence de cellules cutanées sur l'arme du crime, ce qui a donné aux enquêteurs l'espoir d'identifier le coupable grâce à une analyse ADN. Certains détails révélés au cours de l'enquête ont dérouté les enquêteurs. Ils étaient particulièrement intrigués par la question de l'utilité du crayon mécanique trouvé dangereusement près des voies respiratoires de Daniel. Les experts ont déterminé que cette action n'avait eu lieu qu'après que Daniel n'avait plus montré de signes de vie. Les détectives se demandaient s'il s'agissait d'une forme de moquerie ou d'une sorte de carte de visite du coupable. Les enquêteurs ont envisagé un large cercle de suspects potentiels, y compris les 3 personnes qu'ils connaissaient déjà, ainsi que d'autres connaissances de Daniel sur le campus et au-delà. Une attention particulière a été portée à Shane Holman, le petit ami instable de Daniel, qui vivait à Savannah, à seulement 1 heure de route. L'expérience a montré que dans de tels cas, les partenaires proches ou anciens des victimes sont souvent impliqués. Dans l'enquête sur le cas de Daniel Davis, les détectives se sont concentrés sur son petit ami, Shane Holman. Ils ont appris que Daniel se rendait souvent à Savannah, où ils passèrent du temps ensemble. Malgré les affirmations de Shane selon lesquelles il n'avait pas vu la jeune fille depuis plusieurs semaines, les enquêteurs ont décidé d'examiner cette piste de manière approfondie. Compte tenu de la nature de sa relation avec Daniel, les agents s'attendaient à ce que Shane fasse tout pour être exclu du cercle des suspects, en particulier en tenant compte de la fréquence des crimes passionnels. Après la découverte de Daniel dans sa chambre de résidence universitaire à Statesboro, en Géorgie, de nombreuses versions des faits ont émergé. Daphne Jari, assistante du procureur du district d'Ogeechee, soupçonnait que le crime avait été commis dans un accès d'émotion. La nature des blessures subies par Davis suggérait que l'incident était de nature personnelle et pourrait être lié à quelqu'un qui la connaissait. Daniel n'avait rencontré Shane que quelques mois avant la tragédie. Elle travaillait les week-ends comme serveuse à Savannah pour gagner un peu d'argent, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Une sympathie immédiate est née entre eux, mais en raison des études de Daniel, ils ne pouvaient se voir que les week-ends. Shane a insisté sur son innocence et s'est déclaré prêt à aider l'enquête de toutes les manières possibles. Cependant, les détectives ont remarqué des bizarreries dans son comportement. Au cours d'une conversation téléphonique, l'enquêteur n'a pas entendu dans la voix de Shane le regret ou la consternation attendue, ce qui semblait suspect. Shane a affirmé qu'il se trouvait à Savannah au moment de l'incident, mais les enquêteurs ont compris que cela n'excluait pas la possibilité qu'il se rende à Statesboro, étant donné la courte distance entre les 2 villes. Un intérêt particulier a été suscité par le récit de Shane concernant un appel téléphonique avec Daniel la nuit de l'incident. Il a affirmé que Daniel l'avait appelé à 22h35 et pendant leur conversation de 15 à 20 minutes, son ami Abby Norris était venu la voir. L'enquêteur Jake Wynne, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'histoire de Shane, a décidé de vérifier son récit en profondeur. Une figure clé de l'enquête est devenue Abby Norris,
qui pourrait avoir été la dernière personne à avoir vu Daniel. La recherche d'Abby est devenue une priorité pour les enquêteurs, car elle pourrait être soit une suspecte potentielle, soit un témoin clé qui pourrait éclairer les dernières heures de Daniel. Les détectives ont découvert qu'Abby était une étudiante de première année dans un collège voisin. Lorsque l'enquêteur Wynne a parlé avec elle, la jeune fille semblait confuse et irritée par l'interrogatoire. Abby a affirmé qu'elle n'était pas allée chez Daniel la nuit de l'incident, mais qu'elle se préparait pour un examen. Elle a dit qu'elle et Daniel ne s'étaient pas vus depuis plusieurs semaines en raison des vacances à venir. Cela a créé une contradiction. Daniel avait dit à Shane qu'Abby était venue la voir, mais Abby l'a nié. Il est devenu suspect que soit Daniel ne voulait pas que Shane sache qui était réellement venu, soit Abby cachait sa visite. Pour confirmer ses dires, Abby a mis son téléphone à la disposition de la police. Son histoire a été corroborée par des conversations avec d'autres personnes. De plus, les caractéristiques physiques d'Abby, elle était très frêle, rendaient sa participation à cet incident peu probable. Les enquêteurs ont conclu que soit Shane ne disait pas la vérité, soit Daniel avait trompé Shane au sujet de la visite d'Abby. De manière inattendue, Daryl Priestley, le troisième ami avec lequel la police n'avait pas encore parlé, s'est présenté au poste de police. L'adolescent, grand et costaud, donnait l'impression d'un gentil géant, prêt à raconter la soirée de l'incident. Daryl a rapporté que pendant leur visite chez Daniel, il était difficile de se détendre à cause des appels incessants de Shane. Selon lui, Shane a appelé entre 10h et 10h30 du soir. Daryl a également mentionné que Daniel ne voulait pas répondre, craignant la colère de Shane s'il découvrait la présence des 3 garçons dans sa chambre. Ces déclarations de Daryl différaient fortement de la version des événements présentée par Shane, ce qui a particulièrement attiré l'attention de l'enquêteur Wynne. Il est devenu nécessaire de clarifier ces contradictions pour éclaircir les circonstances de la soirée de l'incident. L'enquêteur Wynne décida de vérifier l'alibi de Daryl, qui avait auparavant été confirmé par ses amis Gérard et Kurt. À l'origine, Daryl avait dit qu'il avait quitté Daniel vers 10h30 et qu'il était allé à la bibliothèque pour étudier. Cependant, lorsqu'on lui demanda si quelqu'un d'autre pouvait confirmer sa présence là-bas, la situation devint confuse. Les détectives mentionnèrent qu'il y avait un système de vidéosurveillance de haute qualité à la bibliothèque, capable de déterminer avec précision son heure d'arrivée et de départ. En entendant cela, Daryl changea soudainement de version. Il rit et admit qu'il n'était en réalité pas allé à la bibliothèque. Selon sa nouvelle déclaration, il s'était rendu au bâtiment, mais s'était rendu compte qu'il avait oublié sa clé USB contenant tout son matériel d'études et n'était donc pas entré. Ce changement soudain dans son témoignage alarma beaucoup les détectives. Ils remarquèrent que Daryl semblait avoir du mal à se souvenir des événements de la soirée, ce qui ne devrait pas être difficile pour des événements récents. Après avoir changé de version, les policiers demandèrent à Daryl s'il était prêt à fournir un échantillon d'ADN. Il accepta volontiers. L'enquêteur Wynne espérait également obtenir un échantillon d'ADN de Shane, le petit ami de Daniel. Pendant ce temps, les détectives de Statesboro reçurent une nouvelle piste apparemment prometteuse. Un certain Mitch Carson rapporta qu'il avait des informations importantes concernant l'affaire Daniel Davis. Il affirma avoir parlé à Daniel quelques jours avant la tragédie, et elle lui avait raconté un incident inquiétant avec un homme à Savannah. Cette information intéressa les enquêteurs, car elle pouvait pointer vers Shane, qui vivait à Savannah, ou vers une personne inconnue qui aurait peut-être suivi Daniel depuis Savannah. La police de Savannah contacta immédiatement les enquêteurs de Statesboro et leur transmit cette nouvelle information. Cependant, lorsque les enquêteurs commencèrent à parler avec Mitch, la conversation prit un tournant inattendu. Au lieu de se référer à Daniel par son nom habituel,
il mentionna son nom complet, Brandy Daniel Davis. Cela sembla étrange. Soit il était excessivement formel, soit il parlait d'une autre personne. Pour clarifier la situation, les détectives demandèrent à Mitch d'identifier Daniel à partir d'une photo. En voyant l'image, Mitch se rendit compte qu'il parlait d'une toute autre Daniel Davis. Il expliqua qu'il avait lu à propos de l'horrible incident dans le journal, où il n'y avait pas de photo, et avait conclu précipitamment qu'il s'agissait de son amie appelée Brenda Daniel, qui avait quelques problèmes. Réalisant que cette information n'avait rien à voir avec leur enquête, les officiers écartèrent cette fausse piste et continuèrent à travailler sur l'affaire en revenant à l'examen des principaux suspects et des preuves. Les détectives ont décidé de rendre visite à Shane, le petit ami de Daniel, sans prévenir pendant leur séjour à Savannah. Ils espéraient bien qu'il serait prêt à parler. Cependant, au lieu d'une rencontre en personne, l'avocat de Shane leur a fourni des déclarations écrites détaillées. Celles-ci décrivaient en détail les actions de Shane, son lieu de séjour et ses contacts avec Daniel le jour de la tragédie. Les enquêteurs ont examiné attentivement les relevés téléphoniques de Daniel en leur possession. Ils ont confirmé les déclarations de Shane concernant les événements de la soirée, y compris l'appel tardif de Daniel. Shane a décrit avec précision l'heure de l'appel et les tentatives ultérieures de la joindre. Grâce aux informations détaillées sur l'emplacement des appels sortants, les détectives ont pu confirmer que Shane se trouvait effectivement à Savannah au moment de l'incident. Cela a permis de l'exclure de la liste des suspects. Cependant, Shane insistait toujours sur le fait que quelqu'un était apparu à la porte de Daniel pendant leur conversation téléphonique. Selon lui, Daniel a dit qu'Abby était venue et qu'elle la rappellerait plus tard. Les enquêteurs savaient déjà que ce n'était pas Abby, ce qui soulevait de nouvelles questions. Qui est réellement venu voir Daniel? Et pourquoi ne disait-elle pas la vérité à Shane? L'examen supplémentaire du registre des appels de Daniel a conduit, près de 2 semaines après la tragédie, à une découverte inattendue. Il s'est avéré que Daniel avait composé le numéro de Daryl Priestley 2 fois après avoir parlé à Shane. Ce fait est devenu une avancée significative dans l'enquête. L'enquêteur Wynne s'est immédiatement rendu à McDonough, en Géorgie, où Daryl passait ses vacances. Daryl a accepté d'être interrogé et est entré dans la salle sans presque montrer d'émotion. Cependant, son calme a vacillé lorsque les enquêteurs lui ont présenté les relevés d'appel. Sous la pression des preuves, Daryl a admis qu'il était retourné chez Daniel vers 11h du soir pour récupérer son téléphone soi-disant oublié. Cette explication a révélé qui avait réellement frappé à la porte de Daniel pendant qu'elle parlait à Shane. Selon Daryl, lui et Daniel cherchèrent son téléphone et elle a appelé son numéro pour retrouver l'appareil. Ces appels ont expliqué les appels brefs enregistrés dans les relevés téléphoniques. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que Daryl avait peut-être laissé son téléphone intentionnellement comme prétexte pour revenir. Ils pensaient que Daryl avait peut-être été attiré par Daniel et était revenu avec certaines intentions. Ces nouveaux détails ont considérablement modifié le cours de l'enquête et ont concentré l'attention sur le rôle de Daryl dans les événements de la soirée et ses motivations possibles. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir ce qui s'était réellement passé après que Daryl soit retourné dans la chambre de Daniel. Sous la pression des preuves, Daryl commença à révéler les détails de l'incident. Il affirma que tout avait commencé par une bagarre pour rire avec Daniel. Selon ses dires, elle serait apparemment tombée accidentellement et il y aurait eu un accident avec un objet de bureau qui représentait une menace pour les voies respiratoires de Daniel. Daryl expliqua qu'il avait paniqué en voyant Daniel avoir des difficultés à respirer. Au lieu d'appeler à l'aide, il décida de modifier l'environnement dans la chambre. Cette version éclaircissait le mystère de l'objet de bureau qui, selon les experts,
avait été placé là après que Daniel ne montrait plus aucun signe de vie. Les enquêteurs soupçonnaient que Daryl aurait pu faire cela pour étayer sa version d'un accident. Le 22 décembre 2009, Daryl Priestley fut arrêté pour son implication dans la tragédie de Daniel. Conscient de la gravité des preuves contre lui, il avoua sa culpabilité. Le 10 janvier 2010, le tribunal prononça une peine d'emprisonnement à perpétuité. Sur la base des preuves recueillies, la police reconstitua les événements de cette nuit-là. On suppose que Daryl, en retournant dans la chambre de Daniel, persista dans ses intentions. Face au rejet, il perdit le contrôle. Les enquêteurs pensent qu'il utilisa une force excessive, ce qui conduisit à l'issue tragique. Les enquêteurs supposent que la manipulation de l'objet de bureau était une tentative de créer une fausse version des événements pour de futures explications. En réalisant la gravité de la situation, Daryl tenta de modifier l'environnement dans la chambre en couvrant Daniel avec ses affaires. Le public considéra la sentence comme une punition appropriée pour l'acte. Les habitants de Statesboro continuent de garder un souvenir lumineux de Daniel, une étudiante qui était aimée et respectée par beaucoup. La mère de Daniel trouve du réconfort dans la pensée du nombre de vies que sa fille a touchées. Elle croit que le destin de Daniel était d'avoir une influence positive sur la vie de ses amis. Selon ses mots, Daniel continue d'influencer de nombreuses personnes même après sa mort, au-delà du cercle de sa famille et de ses amis proches, laissant des traces dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et même de ceux qui ont appris son histoire plus tard.